Bonjour à tous, merci d'être venus cet après-midi pour participer activement à cette conférence à la Cité des sciences et de l'industrie. Cette conférence organisée par Universcience, l'INSERM et le Cité de la Santé autour de ce sujet très actuel et qui concerne de nombreux domaines, mais spécifiquement celui de la santé, Big Data en santé. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette drôle d'expression Big Data, composée d'un adjectif issu de l'anglais, et puis d'un substantif qui sent bon, qui flaire bon l'Antiquité. Les big data, en fait, sont toutes ces données massives, cet ensemble de données à la fois de santé et sociodémographiques, qui sont disponibles auprès de différentes sources qui les collectent pour des raisons multiples et variées, et entre autres les exploiter afin d'identifier dans le domaine de la santé des facteurs de risque de maladie, permettre des aides au diagnostic, au choix et au suivi de l'efficacité des traitements et également de la pharmacovigilance et de l'épidémiologie. Donc voici pour ce mot un peu surprenant, nouveau, pour discuter avec nous cet après-midi de tous les enjeux de big data en santé. Nous avons réuni avec nous, est-ce qu'ils sont là ? Oui. Alors, ils vont rentrer en scène comme des vrais acteurs. Nous avons réuni avec nous François Artigonave, qui est bioinformaticien et PDG de la start-up Trazer. Ensuite, avec nous également cet après-midi, Bertrand Thirion, qui est mathématicien et chercheur à l'INREA, au centre Neurospin. Ensuite, avec nous, Guy Fagheradzi, épidémiologiste et chercheur à l'INSERM, à l'Institut Gustave Roussy. Et puis enfin, Marie-Christine Jolan, directrice de recherche à l'INSERM, au laboratoire d'informatique médicale. Voici pour nos 4 invités. Nous allons ensemble commencer par vous faire participer, vous, par jouer, parce que c'est beaucoup plus drôle de commencer ainsi. Vous allez répondre à un petit quiz. Vous verrez que dans le cours de cette conférence, sûrement que certaines questions, réponses à ce quiz seront éventées, mais tant mieux. On a dû vous donner à l'entrée des petits cartons rouges et bleus, d'accord ? Je vais vous poser 3 questions. On va commencer par celle-ci. À votre avis, combien de Français acceptent de rendre accessibles leurs données collectées grâce à des objets connectés? Première réponse, 34%, et ce sera le carton rouge. Seconde réponse, 44%, et ce sera le carton bleu. Alors, en majorité, du bleu, me semble-t-il. À droite, c'est beaucoup plus rouge, ce qui est un peu surprenant, en réalité. Et à gauche, beaucoup plus bleu. D'accord. Deuxième question. Quelle proportion, d'après vous, de Français est-elle favorable au partage de leurs données médicales avec l'ensemble des professionnels de santé? Réponse rouge, 58%. Réponse bleue, 78%. Très bien. Et nous finissons sur cette question. Quelle est la principale raison du consentement des Français à l'égard du partage des données en santé? Question rouge, réponse rouge, permettre la collecte à distance et l'interprétation des données par le médecin traitant, ou alors améliorer l'observance thérapeutique à travers des rappels de leur prise de traitement. Très bien. Nous verrons donc au final quelles sont les réponses à ces questions. Je suis sûre ainsi de vous garder en otage pendant toute la conférence. Conférence qui peut être suivie depuis son fauteuil devant son écran avec le hashtag Innovation Santé Consente. Nous allons commencer cet après-midi avec notre intervenant, François Artigonave. Bonjour François. D'habitude c'est le soir, donc il faut que je m'habitue à dire bonjour et non bonsoir. Bonjour. Vous allez, en quelques mots, on va partir de là, présenter votre travail au sein de cette nouvelle start-up intitulée, qui se nomme Trazer, s'il vous plaît. Absolument. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, on vous entend très bien. Alors je vais faire... Bonjour à tous. Donc je suis là effectivement pour témoigner un petit peu de mon parcours de la recherche vers l'industrie dans ce nouveau monde du big data en santé. Alors, juste un petit mot. Donc moi je suis, comme c'est indiqué, bioinformaticien. Donc je travaille, mon parcours est celui d'un biologiste. J'ai fait une thèse en génétique moléculaire. Et à l'époque, je me suis intéressé à l'informatique et parce que je trouvais que
l'informatique se prêtait bien au traitement en fait, de la donnée génétique qui se formalise assez bien en biologie. Et donc ça m'a conduit à travailler très tôt dans un centre de génomique qui s'est fondé à Évry, donc au Génopole en 1998. Donc, ce centre s'appelle le Génoscope, qui est un centre national de séquençage. Et donc j'ai intégré, après ma thèse, ce centre de séquençage pour travailler en bioinformatique. C'est-à-dire l'analyse en fait, de données génétiques et aujourd'hui, on va dire génomiques, hein, qui sont accumulées à travers des grands instruments, enfin des instruments d'acquisition de données. Donc ça m'a conduit à développer des algorithmes, des approches, des modèles d'interprétation du génome, dont celui du génome humain. Et donc de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'interprétation de ces données génomiques dans une perspective de santé. Et donc j'ai travaillé donc, à l'Institut de génomique, toujours à Évry, pendant quelques années, à développer des nouvelles approches, des nouvelles technologies, enfin des nouvelles approches informatiques pour comprendre, en fait, enfin, bien exploiter la donnée de génome dans un contexte biomédical. Et donc ça m'a conduit ceci à créer donc, une start-up qui s'appelle Trazer. Donc nous avons créé la société en 2016, en juillet 2016. Et que fait Trazer? Elle développe en fait des logiciels d'interprétation de données, et vous l'avez compris, hein, très précisément des données génomiques, pour les médecins, pour les aider à appréhender en fait, la complexité de l'information génétique, et ceci donc dans leur activité médicale, hein, c'est-à-dire pour faire du diagnostic, du pronostic, pour aider à orienter un certain nombre de prises de décisions thérapeutiques en fonction du génome, qui prennent en fait en compte l'information génétique sous-jacente, hein, à la pathologie de leurs patients. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Donc on a créé cette société en juillet. Donc on s'est installé assez naturellement à Évry, hein, au Génopole, donc, qui devait être présenté par Pierre Tambourin, qui n'a pas pu présenter. Donc, pour nous, je peux juste préciser que Génopole était l'endroit assez naturel, hein, pour démarrer une société du traitement de l'information génomique, puisque c'est un peu le berceau de la génétique. Hein. Évry est le berceau de la génétique en France, enfin de la génétique à grande échelle. Et pour nous, c'est l'endroit où on trouve à la fois des compétences technologiques, de l'accès à des plateformes de séquençage de très haut débit. On a un environnement avec le CEA où on peut interagir sur des traitements qu'on va appeler big data, c'est comment on traite ces données, et de l'expérience de la génétique qui est fondamentale. Et notre job à nous, c'est de transformer toute cette information génétique, qui est complexe, hein, il faut aller chercher des millions de mutations par génome, interpréter ces mutations pour en faire ressortir à un moment donné, qui est celui du moment de la consultation ou celui de la lecture des résultats, c'est-à-dire parmi ces millions de mutations qui peuvent exister dans un génome, quelles sont celles qui ont un sens et qui sont actionnables pour le médecin dans sa pratique médicale et qui auront un sens pour le patient. Donc c'est ça notre métier et c'est ça qu'on développe en ce moment. Quand vous parlez de ces centres, de ces plateformes de séquençage qui existent, ont été créés dernièrement, à la suite d'un rapport sur la génomique, 12 centres de séquençage. On a parlé de la création de ces centres dans le but, entre autres, d'éviter ce qu'on pourrait appeler le tourisme médical. Est-ce que ça signifierait qu'il y a en France une forte demande de ces plateformes et de cette médecine prédictive, préventive, cette médecine qu'on appelle des 4P ? Alors moi, je parle en mon nom propre. Hein. Je suis tout à fait convaincu que la motivation est celle-là. Aujourd'hui, il est très difficile, hein, en France d'avoir accès, un citoyen pas vraiment accès à l'information de son génome. Je pense même que c'est plutôt interdit. Alors que c'est le cas dans beaucoup de pays qui prennent des avances considérables dans la médecine à base de génome. Donc je pense que c'est effectivement, c'est mon point de vue, une initiative qui vise à nous mettre au moins à niveau de ce qui peut se faire en termes d'innovation en santé dans des pays avancés technologiquement. Quels sont les défis posés par ces traitements en fait, des données? Parce que vous le dites, vous avez créé cette start-up. Quels sont en fait à la fois les enjeux que vous venez d'exposer, la récolte de certaines informations, mais en quelque sorte aussi potentiellement les enjeux et les limites?
Alors bon, c'est un vaste débat. Qui va nous occuper à peu près, je pense. Je pense pour qu'il une heure. peut y avoir beaucoup de questions hein, concernant le réglementaire, l'éthique, l'usage, l'accès aux données, le partage des données. Bon, tout ça sont des questions encore ouvertes, hein, à mon sens. Nous, ce qu'on voit dans cette médecine-là et dans la génomique, c'est le génome est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, il faut intégrer beaucoup d'informations. Et il faut mettre ces informations en face, en fait, d'une médecine qui n'est pas encore habituée à cette information-là. Donc il y a vraiment des freins, des verrous au niveau technologique, informatique, pour transformer cette information vite, bien, et la transformer en information pertinente, quoi, et accessible par le médecin. Donc ça, c'est notre partie à nous. Ensuite, effectivement, bon, nous, on a le parti pris de dire on est au service de la médecine. Donc aujourd'hui, ces informations-là, elles sont, on va dire, elles sont maîtrisées par le corps médical. Une société comme la nôtre traite cette information-là au service d'une décision médicale prise par un expert de la médecine. Ensuite, effectivement, des risques qui peuvent exister sont cette information-là, est-ce qu'elle peut sortir du monde médical? Quel type d'informations allez-vous collecter très précisément? Alors l'information qui est nécessaire, hein, c'est l'information du génome. Donc il y a une acquisition, on appelle le séquençage, et on repère en fait dans ce génome-là l'ensemble on va dire des particularités de chacun d'entre nous, hein, donc les mutations, les polymorphismes. Donc ça c'est l'information de base brute qui est nécessaire pour avoir une information génétique. Tout ça ne prend de sens que si elle est recontextualisée en fait dans un parcours aujourd'hui on dit un parcours patient, qui va permettre de comprendre pour le médecin, de comprendre un petit peu l'histoire de son patient. Par exemple, des choses bêtes. Hein. Est-ce que ce patient-là a fumé? C'est aussi important que l'accès à son génome. Hein. Donc il y a tout un travail d'intégration de données qui vont au-delà de la simple information moléculaire. Merci François Artigonat. Nous reviendrons tout à l'heure sûrement avec les questions du public vers vous. Bonjour Bertrand Thirion, vous êtes mathématicien et chercheur. Dites-moi un peu, très simplement, on commence par là, qu'est-ce que la mathématique peut apporter à cet ensemble très vaste et qui concerne divers domaines des big data? Alors, je vais vous donner une réponse particulière. C'est difficile de répondre à cette question en toute généralité, parce que les mathématiques peuvent servir en modélisation. Mais quand on parle de big data, c'est vrai qu'on pense plutôt aux mathématiques comme outils d'analyse statistique. Et ça veut dire qu'il faut être capable d'extraire, on a déjà un petit peu touché dans la présentation d'avant, il faut déjà être capable d'extraire les informations, de les remettre en contexte, et donc être capable d'utiliser effectivement ces informations pour prédire, les combiner éventuellement. Et puis, alors moi je m'intéresse à l'imagerie cérébrale, et l'imagerie cérébrale, ce sont des grosses données. Une image du cerveau, ça peut être une très grande quantité de données, ça peut faire jusqu'à 1 gigaoctet à peu près. Donc quand vous commencez à collecter des images du cerveau sur une grande population d'individus, donc 1 giga fois 1000, ça fait 1 téraoctet, bon. Il faut commencer à mettre au point des traitements de données qui passent à l'échelle. Et donc, on a besoin aujourd'hui de méthodes analytiques qui permettent de traiter de très gros volumes de données. Et par exemple, qui n'auront pas besoin de charger toutes les données d'un coup parce que votre ordinateur ne supporte pas de charger 1 téraoctet de données d'un seul coup. Et donc, il faut mettre au point une algorithmique de traitement qui est assez puissante pour passer à l'échelle de ces grosses données. Surtout que les données sont tellement diverses. Quel type de données avez-vous à traiter avec des algorithmes? Alors, je vais parler pour moi, bien sûr. Donc, ce sont des images du cerveau, des images par IRM, imagerie par résonance magnétique, qui nous renseignent soit sur la structure du cerveau, sa forme, la composition des tissus, ou alors également sur le fonctionnement du cerveau. On a ces IRM fonctionnelles qui sont acquises, on acquiert une séquence d'images au cours du temps, pendant 10 minutes à peu près,
Et on peut observer comment le cerveau a répondu à des stimuli ou comment, simplement, spontanément, le cerveau s'est activé pendant ces 10 minutes. Et à travers ce genre d'informations, ça nous permet d'accéder à l'information de quelle région du cerveau communique avec quelle autre région du cerveau. Vous avez des régions du cerveau qui sont très distantes, mais qui néanmoins ont une activité qui est très cohérente au cours du temps. Et donc, en analysant les données, on arrive à reconstruire ce qu'on appelle la connectivité du cerveau, un modèle un petit peu d'intégration des zones du cerveau en réseau. Donc ça, c'est également, actuellement, c'est une méthode d'imagerie qu'on utilise beaucoup parce que c'est relativement aisé à acquérir. Et on peut comparer comme ça différentes populations et regarder comment les cerveaux diffèrent du point de vue de cette connectivité. Qui a accès à ces données? Alors, les données que je regarde moi sont des données de recherche. Et donc, elles sont partagées entre chercheurs. Alors, la plupart des données sont protégées. Il existe néanmoins quelques chercheurs, notamment américains, qui partagent les données sans condition. C'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées par tout un chacun. Personnellement, je suis militant de ce partage des données sans restriction, parce qu'il est nécessaire pour permettre la réplication des expériences. Et actuellement, il y a une grande crise dans les sciences, dans les neurosciences, on va dire, qui est que beaucoup de résultats qui ont été publiés dans les 20 dernières années, on n'est pas tout à fait certain qu'ils soient justes. On se pose des questions sur leur viabilité. Alors, j'avais une présentation, mais je ne sais pas si ça vaut le coup de la faire maintenant. Pourquoi ça ne vaudrait pas le coup? Je veux pas squatter le micro. Donc non, mais vous en avez pour quelques minutes, 10 minutes parce oui, que vous allez être très concis, j'imagine, et ça sera parfait. Bon, écoutez, très bien, en avant. Alors, je continue sur la présentation. Je vous en prie. Alors, le vert, voilà, ça nous fait avancer. Alors, exactement ce que j'étais en train de vous raconter. Donc, on acquiert ces données de resting state fMRI, donc IRM fonctionnelle acquise pendant le repos. Donc, vous avez un cerveau que vous regardez pendant 10 minutes. Vous avez quelques centaines d'images. Et pour quelques régions particulières du cerveau, vous allez donc trouver le décours temporel de l'activité cérébrale de ces régions. À partir de là, vous calculez un modèle de connectivité. Quelles sont les régions distantes qui ont une activité qui est très cohérente dans le temps. Et vous utilisez cela pour classifier des patients. Par exemple, on a fait une étude avec 900 sujets. C'est un projet américain, c'est des chercheurs américains qui partagent publiquement leurs données. La moitié sont des enfants autistes, la moitié sont des enfants qui n'ont pas de pathologie connue, donc on va dire des contrôles. Et on essaie de savoir si on peut prédire l'autisme à partir de ces données. Alors le résultat, il faut que j'arrive à passer les diapos, c'est difficile. Voilà. Le résultat est décevant. On arrive seulement à 68% de classification. C'est assez faible. Ça veut dire que ce n'est pas du tout un bon test encore diagnostique pour l'autisme. Mais par contre, il y a quelque chose qui nous rend un petit peu optimistes, c'est que quand on regarde les courbes, le taux de classification en fonction du nombre d'individus qu'on a regardés, on voit que ce sont des courbes croissantes. Et ça nous suggère que si on avait non plus 900 individus, mais plusieurs milliers, peut-être 5000, allez, 10 000, eh bien on pourrait arriver à des taux de classification bien meilleurs. Et donc ça c'est justement une motivation. Plus on a des observations, plus on aura des modèles qui marchent, qui sont puissants. Voilà. Très bien. Je perds une minute à chaque fois que je passe une slide, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, je reviens à ce que je vous ai dit à un instant. Il y a un peu une crise statistique dans la communauté des neurosciences. Alors, une façon de le comprendre, c'est simple. La recherche, elle est faite par des étudiants qui ont un temps limité, qui ont des ressources limitées, et pour qui c'est compliqué d'aller chercher, amasser des grandes données et les analyser. Et donc, les labos de neurosciences n'ont pas la culture des grandes données souvent. Et même, il y a eu un petit peu des croyances folkloriques, comme quoi, en fait, ce serait bien de travailler sur des petites données, parce que comme ça, on détecte que les gros effets, et en fait, on devrait faire que ça. Bon, mais c'est faux. Et la conséquence, c'est que de plus en plus de gens se disent aujourd'hui, non, beaucoup de résultats de neurosciences sont faux, parce qu'ils sont faits sur des données trop petites, trop partielles. Alors, je vous fais un petit exemple ici. Vous prenez on peut regarder simplement avec des images structurelles du cerveau, essayer de prédire l'âge d'une personne. On arrive à peu près aujourd'hui à prédire l'âge d'une personne à 5 ans près, rien qu'en regardant une image de son cerveau. Alors ce que je vous ai mis ici dans cette petite série d'images,
c'est les zones du cerveau dont le signal, ici c'est la densité de matière grise, est corrélée avec l'âge, d'accord, pour une population. Et simplement, je fais le test avec différentes tailles de population, 10, 20, 30, 50, 70, 100. Alors, vous voyez en bleu les zones où la corrélation est négative, donc plus vous êtes âgé, plus la densité de matière grise diminue. Et en rouge, c'est quand c'est la corrélation positive, plus vous êtes âgé, plus la densité de matière grise augmente. Bien. Eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'évidemment, avec 100 sujets, vous voyez beaucoup plus de choses qu'avec 10 sujets, puisque vous avez plus de puissance statistique pour détecter un effet. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est en dessous, c'est la reproductibilité. C'est-à-dire que si vous reprenez un deuxième groupe de 100 sujets, vous allez reproduire 75% du résultat. Alors que si vous tapez sur des groupes de 10 individus, eh bien, vous ne reproduisez les choses qu'à 7%, parce qu'à chaque fois, vous tirez quelque chose dans le bruit, et donc c'est très peu reproductible. Et donc, le fait de travailler avec des cohortes d'individus plus grandes, ça nous rend plus sensibles et ça augmente la reproductibilité des résultats. Mais voilà le problème suivant, c'est que, je vous ai dit aussi, les données sont grosses, je vous ai dit 1 gigaoctet. Très bien. Donc, prenez un jeu de données de 1000 sujets, on arrive à peu près au téraoctet. Et donc, vous avez des neuroscientifiques qui se disent « Ah bah oui, mais dès que j'essaie de charger plus de 10 sujets, des images de plus de 10 individus en mémoire, eh bien, ça pète la mémoire de mon ordinateur. » Voilà, c'est ce que dit en gros ce mail. Et effectivement, à un moment donné, pour des non-experts, cette gestion des grosses données devient difficile. Alors, c'est là où des gens comme moi interviennent, parce que justement, on met au point des solutions techniques pour mieux utiliser nos ressources de calcul, pour compresser les données, par exemple pour les analyser, ou des méthodes qui permettent d'utiliser qu'une partie des données à la fois. Alors, je vais finir par un petit couplet moral sur le partage des données. J'en étais arrivé là tout à l'heure. Sur, eh bien, avoir des grosses données, ça veut dire en pratique les partager, parce qu'un labo ne peut pas acquérir des données gigantesques. Et alors là, il faut arriver à convaincre les scientifiques de partager leurs données. Et la réflexion qu'on a tout de suite, c'est ah oui, mais il y a des problèmes dans mes données, j'ai pas envie que tout le monde le voit. Alors moi, je dis aux gens, de deux choses l'une. Soit les problèmes sont des petits problèmes dans les données, et à ce moment-là, c'est pas très grave, hein, il n'y a pas de données parfaites, on sait bien, et on est tous imparfaits, donc on partage nos données imparfaites. Si c'est des gros problèmes et que les conséquences qui ont été tirées des données sont fausses, eh bien alors à ce moment-là, il va falloir réviser les conclusions. La science est un processus dialectique, il faut être capable de revenir sur des données, les critiquer, etc. Donc c'est un petit peu aujourd'hui un challenge, enfin un défi pour la communauté de convaincre les gens de partager mieux leurs données pour rendre les résultats plus reproductibles. Alors un effort intéressant, ça nous vient d'Angleterre, d'outre-Manche. Il y a un grand projet qui s'appelle le UK Biobank, qui consiste à acquérir des données sur 500 000 personnes de 50 à 70 ans. C'est une étude d'épidémiologie qui regarde plein de facteurs cliniques. Mais sur ces 500 000 personnes, il y en a 100 000 sur lesquelles on va acquérir des images du cerveau. Et donc, on a une première livraison de ces résultats qui est montrée ici, où on a vraiment des images d'une qualité un petit peu inouïe pour la première fois, juste à cause de l'accumulation. Et on peut enfin étudier des corrélations entre le cerveau et plein de facteurs. Et donc, on voit que c'est vraiment en train de changer totalement la façon dont on analyse les données. Également, ce jeu de données permet de répliquer des études précédentes. Voilà. Donc, pour récapituler, les découvertes scientifiques en sciences du vivant demandent des grosses données. Et ça implique souvent aujourd'hui de rendre les données publiques, les ouvrir. Répliquer les études, ça devient vraiment un défi important pour la communauté, pour que nos résultats soient crédibles. Et à ce moment-là, effectivement, on a des problèmes de calcul quand on se met à analyser de très gros volumes de données qu'on essaie de résoudre, bien sûr. Voilà, merci. Merci à vous, Bertrand Thirion. Guy Fagherazzi, bonjour. Bonjour. Notre ami Bertrand Thirion a employé ce mot de cohorte. Dites-moi un peu, que se cache derrière ce drôle de mot emprunté à l'idée, enfin, mène-t-on une guerre contre la maladie en constituant des cohortes? On pourrait voir ça comme Je ça. crois que vous êtes très au courant du Bonjour à tous. Donc sujet. effectivement, je suis épidémiologiste et je m'occupe d'une grande cohorte qui s'appelle E4N, dont je suis responsable scientifique. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une cohorte, c'est un groupe, une population. Donc E4N, c'est une population générale, des personnes malades, des personnes saines, qu'on va suivre dans le temps. Et on va étudier leur mode de vie, les traitements qu'ils prennent et leur état de santé, pour essayer d'identifier des facteurs de risque, essayer de mieux comprendre les pathologies.
Et donc pour ça, on a besoin de suivre sur de longues périodes des grandes populations. La cohorte E4N sur laquelle je travaille, on la veut connectée. C'est pour ça que nous, on attaque la question du big data avec des objets connectés, avec les nouvelles technologies, Internet, tous les trackers d'activité que vous connaissez qui sont dans le grand public. On va essayer d'intégrer ça dans notre recherche pour essayer de mieux comprendre comment le mode de vie, le nombre de pas, l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, comment ça influe sur le risque de développer des pathologies chroniques. Moi, je travaille particulièrement sur le diabète de type 2. Et donc, on sait que le mode de vie, c'est crucial pour essayer de bien comprendre et ensuite de mieux prévenir le diabète de type 2. Vous m'avez dit en off, quand on a discuté ensemble au téléphone l'autre jour, que les objets connectés, c'était votre dada. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Effectivement, c'est mon dada. C'est surtout lié à mon obsession qui est de mieux comprendre le mode de vie des gens et comment ça influe sur leur santé. Et aujourd'hui, on voit arriver sur le marché tous les jours des nouveaux bracelets connectés, des nouvelles balances connectées, des tensiomètres, etc. Et ça va nous permettre de mieux caractériser finalement comment les gens se comportent et comment ça influe sur le risque ultérieur de développer une pathologie. Et donc effectivement, les objets connectés, c'est mon dada, et c'est pour ça qu'on va essayer de les inclure dans nos recherches pour avoir des données plus fines, des données objectives, contrairement à ce qui se faisait avant. Je travaille également à l'autre partie de mon temps, je travaille sur une cohorte qui est beaucoup plus ancienne, qui est l'étude E3N, qui était là avant l'étude E4N. Et dans cette étude, qui a commencé en 1990, les informations sur le mode de vie des participants, ça se faisait par questionnaire. On envoyait des grands questionnaires papier tous les 2 à 3 ans. Et on sait que les questionnaires sont imparfaits. Si on demande à la personne de son poids, les personnes plutôt maigres vont tendance à surdéclarer, les personnes un peu plus fortes vont tendance à sous-déclarer. Il y a des problèmes de perception, il y a des biais qui sont très importants pour nous en tant qu'épidémiologistes à prendre en compte. Et donc cette subjectivité-là, elle est en partie réglée par les objets connectés. On va pouvoir collecter de manière continue et objective, puisque ce n'est pas les participants ou les patients eux-mêmes qui vont déclarer des informations. Et donc ça va nous permettre de faire de l'épidémiologie, normalement on l'espère, de meilleure qualité. Vous évoquiez aussi l'autre jour l'idée de démarche qualité. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu marketing de démarche qualité ? Alors effectivement, c'est très marketing dit comme ça. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de se poser comme question, puisqu'on a une vraie approche de recherche, c'est qu'est-ce que ça vaut, les données issues des objets connectés ? Parce que ça, à l'heure actuelle, je pense qu'on est incapable d'y répondre. Et donc pour ça, on va faire des tests de faisabilité dans un premier temps. Cette année, va démarrer un grand projet où on va équiper 700 participants de notre cohorte. On va leur offrir un bracelet connecté et on va les laisser vivre leur vie. C'est-à-dire qu'on va les laisser sur 1 an. On va leur demander de porter le plus longtemps possible ces dispositifs connectés, mais sans contrainte particulière. Et nous, ça va nous permettre d'identifier un peu des bons et des mauvais utilisateurs de ces objets connectés, qui va permettre de nous faire remonter des données de qualité, en grande quantité si possible, et au contraire, chez qui ça ne plaît pas du tout et qui va, au bout de 2 semaines, arrêter d'utiliser ces bracelets. Quand vous dites ça ne plaît pas du tout, quelles sont les raisons pour lesquelles un patient peut trouver contrariant d'être connecté ? Déjà, ce n'est pas une obligation. Les gens ne sont pas obligés de se traquer 24 heures sur 24. Ça peut être un choix, parce que ça apporte de la connaissance, mais ce n'est pas une obligation. Donc nous, on va essayer de travailler avec ces limites-là. On va décaler le problème par rapport au questionnaire papier d'il y a 20 ans. On va se confronter là à d'autres problèmes. Et donc, il faut identifier les freins et les leviers qui sont associés à ces objets connectés. Et c'est toute la démarche de notre recherche dans la cohorte. Peut-on user de ces objets connectés tout en interdisant la remontée des informations ? Alors nous, ce qui nous intéresse au final, c'est de récolter la donnée. Donc quand on les invite à participer à notre cohorte, et dès qu'on les équipe avec un bracelet connecté, on va leur demander l'autorisation. Donc c'est les participants eux-mêmes qui vont nous autoriser à collecter leurs données. Et donc nous, ensuite, ça sera stocké dans nos serveurs à Gustave-Roussy, donc de manière très sécurisée et sans aucun partage à l'extérieur. Quand vous dites sans aucun, pardon, je vous coupe, mais quand vous dites sans aucun partage avec l'extérieur, on évoquait tout à l'heure l'extension des données. L'extérieur, qui est l'extérieur ? L'extérieur, ça peut être quelqu'un qui a un but lucratif, qui voudrait exploiter ces données. Nous, évidemment, on ne va pas les mettre à disposition pour ces raisons-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de produire de la connaissance pour faire de la prévention primaire ou de la prévention tertiaire si des personnes ont déjà des pathologies, et se servir de ces données-là pour améliorer cette prévention.
Donc on va le partager avec des chercheurs, ça bien évidemment, mais on s'interdit d'utiliser ou de réutiliser ces données à des fins commerciales, par exemple. Dans le cas du diabète, qui est le sujet de la cohorte que vous dirigez, que vous observez en partie, quelles sont les informations qui sont essentielles que vous pouvez collecter grâce à ces objets connectés? Aujourd'hui, le monde des nouvelles technologies, il en est qu'à ses débuts. On a des informations qui peuvent paraître basiques, mais qui sont néanmoins très importantes. L'activité physique, le sommeil, l'alimentation, ça pour des diabétiques, c'est crucial. Ou des personnes qui sont à risque de développer un diabète, c'est crucial. Et donc avoir ces informations-là, aujourd'hui, c'est la première étape. Mais demain, là, on voit de plus en plus de lecteurs de glycémie continue qui viennent sur le marché. Ou bientôt, dans quelques années, il y aura des pancréas artificiels où là, qui seront connectés aussi. On va pouvoir récolter de la donnée très pertinente pour le diabétique. Donc voilà, là, on n'en est qu'au début. C'est un peu une preuve de concept qu'on fait avec les bracelets connectés qui sont grand public, que tout le monde peut se procurer et qui sont très faciles à utiliser. Dans quelques années, on ne sait pas, on va suivre l'innovation technologique pour s'adapter et pour faire de la recherche au plus près de l'état de l'art en termes d'innovation en santé. Merci Guy Fagarasi. Marie-Christine Joland, bonjour. Tout à l'heure, il y a eu cette expression drôle qui m'a fait rire, de tsunami en fait, de raz-de-marée des données. Oui, Bertrand Thirion parlait d'extension en fait, des données, de partage entre les chercheurs, et expliquer comment les chercheurs étaient réticents, en neurobiologie entre autres, mettre en rapport leurs données et leurs découvertes. Est-ce que ce sont les seules limites, en fait, les big data ? Alors, en fait je trouve qu'on est assez complémentaires tous les quatre, parce que quand on parle de big data, on pense à d'énormes volumes de données, et on en a bien vu des exemples, mais pourtant les données, elles sont quand même très différentes. Les données, elles sont soit collectées de façon extrêmement nouvelle aujourd'hui, on l'a vu avec l'imagerie, on l'a vu avec le génome, et pour des raisons qui sont très précises, c'est d'améliorer le diagnostic, d'améliorer la thérapeutique, et en général, elles sont collectées à un endroit particulier, dans des bases de données particulières, et le problème du big data, c'est vraiment d'être capable d'analyser ces données-là. Et puis, le big data, c'est pas que le volume des données, c'est aussi le fait que, et la Guy a commencé à en parler, c'est que c'est des données aussi qui ne sont pas nouvelles, hein, le poids, la pression artérielle, tout ça, c'est pas nouveau, mais on les collecte de façon différente via des objets connectés, et surtout, je dirais, à distance. Et quand on parle de e-santé, c'est souvent, ce terme est apparu aussi après la télémédecine, après le fait de pouvoir collecter des données à distance et de pouvoir les utiliser dans un diagnostic. Donc le deuxième aspect du big data, c'est de croiser des données qui sont obtenues de sources complètement différentes, et où finalement une seule personne n'est pas capable de comprendre toutes ces données. Quelqu'un qui fait de l'imagerie va être capable de comprendre une imagerie très complexe, mais il aura peut-être du mal à interpréter le génome, etc. Donc, pour essayer que ces données, on puisse finalement les mettre ensemble, les faire parler ensemble pour résoudre des problèmes médicaux ou des problèmes de santé, il faut s'aider de l'informatique, il faut s'aider de systèmes d'information, et partager volontairement, de façon très sécurisée ou involontairement via Internet, il faut que les systèmes d'information communiquent. Et la grosse difficulté du big data aujourd'hui, aussi, au-delà du volume, c'est de faire communiquer des systèmes qui ont stocké des données pour des raisons bien précises et qu'on veut réutiliser pour d'autres raisons. Et donc, dans le domaine des cohortes, c'est quelque chose que c'est un problème aujourd'hui récurrent, parce que si vous faites une cohorte et que vous voulez inclure des patients qui ont leurs données stockées quelque part dans des hôpitaux, dans des logiciels de médecins généralistes, comment vous y avez accès si les systèmes ne se parlent pas? C'est très long, c'est très compliqué, ça coûte de l'argent, etc. Donc il y a vraiment un enjeu pour que les systèmes d'information se parlent. Et ensuite, il y a un enjeu, et c'est là que c'est plutôt notre spécialité à nous, il faut non seulement qu'ils se parlent, mais il faut qu'ils se comprennent. Parce que si vous avez chez un médecin généraliste une information comme quoi le patient a eu, je sais pas moi, des maux de tête, et dans un autre système qu'il a eu une migraine, dans un troisième système qu'il a eu des céphalées, si ces données sont partagées, aucun système informatique n'est capable de comprendre qu'il s'agit de la même chose,
parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, un système d'information. C'est une chaîne de caractères. Donc, il faut enrichir ces systèmes d'information de connaissances. Et il faut leur expliquer que ces 3 termes sont synonymes, par exemple. Et ça peut être beaucoup plus compliqué, mais il faut que les systèmes se parlent et se comprennent au service de la médecine, donc au service du diagnostic, au service de la thérapeutique. On voit des avancées formidables dans ce domaine-là. Et on voit bien à quel point cette imagerie va permettre d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus précoce dans le diagnostic. Mais au service de la santé aussi. Et au service de la santé, là, c'est plutôt le fait que le patient produit des données et il y a accès lui-même. Marie-Christine Joller, oui. Je suis désolée de vous interrompre. Avant que nous arrivions à ce point qui est très important, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé de cohorte. Et l'autre jour, vous aviez évoqué une cohorte d'individus qui souffriraient d'une maladie rare, c'est-à-dire qui ferait qu'on aurait un individu qui présenterait certains symptômes à Paris, un autre à Glasgow, un autre à Rome. Oui. Quelle est avant que nous passions évidemment au point suivant, en fait, qui est très intéressant. Oui. Ce que j'avais évoqué, c'était une illustration exactement de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans le domaine des maladies rares, on veut monter une cohorte, c'est-à-dire qu'on veut quand même, pour pouvoir faire des analyses statistiques, avoir une certaine puissance, il nous faut un certain nombre de patients. Avec 3 patients, on ne va pas faire grand-chose. Or, par définition, une maladie rare, ça atteint un peu de monde. Et pour une maladie donnée, on va avoir 4 patients en France, 5 en Angleterre, 8 en Italie, etc. Les données de ces patients, elles sont dans des systèmes d'information locaux. Donc, pour pouvoir les mettre ensemble, il faut pouvoir avoir accès à ces données qui sont dans des formats complètement différents, parce que l'informaticien italien, il ne pense pas comme l'informaticien français, dans des vocabulaires différents, parce qu'on ne décrit pas la migraine de la même façon d'un côté et de l'autre, et dans des langues différentes en plus. Donc, ça exige que l'on développe de nouveaux outils informatiques pour que ces systèmes d'information qui existent communiquent et se comprennent. Voilà, c'était une illustration en fait. Et que je trouvais tout à fait judicieuse, c'est pour ça que je me suis permise de vous la faire répéter. Vous étiez justement à ce sujet de qui a accès à ces données de santé et quelle est la problématique posée justement par rapport à la santé, toutes ces données. Alors, il y a une espèce de, comment dirais-je, de décalage entre des données qui sont produites à l'hôpital via des technologies très complexes et qui sont en général stockées et qui sont bien sécurisées, et puis ces données qui sont produites par des trackers et qui là passent sur des applications, on ne sait pas par où, c'est pas forcément très sécurisé, mais vous allez les voir sur vos applications. Mais vous allez les voir sur vos applications, mais qui d'autre les voit, pour l'instant, bon. Mais par contre, il est très important, et c'est vous qui en aviez parlé, vraiment de croiser des données différentes. Comment dirais-je ? Une information sur la génétique, elle est certes très importante, mais ça ne va pas se manifester, s'exprimer de la même façon si vous vivez dans une ville très polluée, si vous faites pas du tout de sport ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas une information qui est meilleure qu'une autre. Il faut vraiment tout prendre en compte. Par contre, la différence, et c'est ce qui fait évoluer nos sociétés aujourd'hui, c'est que les patients et les citoyens surtout ont tout à fait accès à ce deuxième type d'information, l'information issue de tous ces trackers. Ils y ont accès et ils n'ont pas besoin d'être radiologues ou pour la comprendre. Et l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme parce que on prend tous conscience que la population vieillit, que les gens ont maintenant plusieurs pathologies, mais qu'avec plusieurs pathologies, même qu'en vieillissant, on peut vivre très bien, en bonne santé, et c'est l'objectif de tout le monde, et à la maison. Donc, on devient un acteur central de sa santé. La médecine, c'est quelque chose qui soigne et qui prévient aussi, et qui fait des diagnostics et qui soigne. Mais la santé, elle appartient aussi aux patients, et plus dans la prévention et dans le suivi que dans le diagnostic et la thérapeutique. Elle appartient aux patients, justement. Est-ce une médecine, cette médecine ultra connectée, est-ce une médecine pour tous ? La médecine, pour moi, ça appartient peut-être
plus aux gens qui sont capables d'interpréter, et donc plus au corps médical. La santé, on a accès à des connaissances. On a aujourd'hui, et on voit encore des recommandations nouvelles sur quel type d'aliments il faut manger pour rester en bonne santé, combien il faut faire de sport, etc. Et ce sont des informations générales, et l'on sait et chacun d'entre nous est capable de les prendre en compte. Et il peut le faire, il ne peut pas le faire, donc en plus il a la liberté de le faire. Voilà. Et ça change un peu, et le médecin qui va interagir avec son patient va avoir une interaction très nouvelle, parce que le patient va être un collaborateur plus qu'un sujet pour le médecin. Mais après, il y a l'interprétation par rapport à la maladie que le patient a, et là, le médecin, lui, il a une connaissance qui est encore très, très importante et très, très nécessaire, bien sûr. Je ne sais pas si ça peut répondre vraiment à votre question. Oui, j'évoquais en fait, parce que comme on avait discuté en fait de ce fossé entre tout ce que la médecine promet et l'accès. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à toutes les promesses en fait de cette médecine qui se technologise? Est-ce qu'on risque pas des espoirs déçus en fait chez une certaine catégorie de personnes? Je pense que ça c'est un bon débat à avoir. Il faut faire attention à la médiatisation des nouvelles découvertes, parce que elle génère de l'espoir. Les gens sont très prudents, hein. Ils vous disent on va pouvoir faire tel diagnostic, on va pouvoir délivrer tel médicament exactement sur vos cellules cancéreuses et pas toucher les autres, etc. etc. Ça génère énormément d'espoir. C'est loin d'être faux, ce sont des vraies découvertes, mais derrière, il faut vraiment valider tout ça. Ça marche pour certains patients. Toutes les technologies ne sont pas disponibles dans tous les hôpitaux. Donc, si vous êtes dans un village où l'hôpital est à 300 km, vous n'aurez pas accès de la même façon. Donc, il y a... oui, il faut faire attention à la surmédiatisation d'un certain nombre de choses, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus la bloquer, parce que c'est aussi une façon pour le citoyen d'être de plus en plus, alors je sais que certains n'aiment pas trop ce mot, mais éclairé par sa santé, et le plus il le sera, le plus il sera en mesure de comprendre ce qu'il doit faire pour, s'il a besoin de subir une hospitalisation, et bien ensuite se suivre à la maison correctement pour pouvoir éviter des réhospitalisations. Merci beaucoup à tous les quatre. Nous allons maintenant voir si dans le public vous avez des questions, et qu'on puisse approfondir tout ce qui vient d'être évoqué ou précisé, parce que vous avez peut-être aussi des besoins de précision. Des questions dans le public? Monsieur? Oui, et cette question s'adresse plus particulièrement à Monsieur Fegarazi, je crois. Vous parliez de collecte de données, d'utilisation de bracelets, par exemple. Je suppose que ces bracelets vous sont fournis par des fabricants qui vous demandent probablement en retour des informations sur le fonctionnement de ces bracelets. Et comment arrivez-vous à séparer les données que vous collectez de ce type d'informations qui peut vous être demandées? La réponse est non. On n'a pas de lien en fait avec les fabricants. Pour l'instant, c'est une vraie volonté. On veut mener une recherche absolument libre. Donc c'est nous qui avons répondu à des appels à projets publics. Et donc on est financé. Le projet dont je parlais tout à l'heure d'équiper 700 personnes, c'est un projet qui est financé par l'INSERM, par exemple. Et donc c'est nous qui avons acheté les bracelets connectés et on va les offrir aux participants. Donc il n'y a pas de lien d'intérêt avec les fabricants, et ça paraît logique. On veut pouvoir produire des résultats qui soient non orientés par les fabricants. Oui, mais vous précisiez tout à l'heure que plus les quantités collectées étaient importantes, plus les résultats statistiques étaient de meilleure qualité. Comment allez-vous pouvoir passer à la vitesse supérieure de 10, 50 000 personnes connectées, parce que là, il y a un problème de limite de finances.
Pour l'instant, il y a un problème, clairement un problème de passage à l'échelle. C'est pour ça qu'on est sur des effectifs de l'ordre de 500 000 participants. Et ça rejoint aussi un peu la question des inégalités qui sont liées aux innovations en santé. À l'heure actuelle, tout le monde ne peut pas se payer un tracker d'activité à 150, 200 euros ou une balance connectée. Par contre, ce qui est en train d'arriver, et ça vous en êtes tous conscients, c'est le smartphone qui est en train de prendre une place de plus en plus massive dans la population. Là, je crois qu'aujourd'hui, en 2015, il y avait plus de 60% de la population française qui disposait d'un smartphone. Et le smartphone, c'est le premier objet connecté qui existe. Et toutes les informations qui sont dans le smartphone, elles vont nous permettre... Il y a déjà un accéléromètre dans le smartphone, donc on peut déjà mesurer l'activité physique à partir du smartphone. Et donc, il y aura cette montée en puissance et cette montée en volume, ne serait-ce que via le smartphone. Dans quelques années, il y aura quasiment une couverture totale de la population française avec un smartphone. Ce sera le téléphone filaire d'il y a quelques années. Et donc on va y arriver. Pour l'instant, on n'en est qu'au début, hein, ça c'est clair. Il y a plus de questions que de réponses qui ne sont apportées par ces technologies. Mais on va y arriver. Dans quelques années, on va avoir une couverture quasi intégrale de la population et donc générer des données pour tout le monde. Des questions? Oui, étant donné le prix de certains médicaments, par exemple l'herceptine, j'ai eu le cas d'un patient qui aurait dû être soigné à l'herceptine. Le chef de service de la cancéro, je ne donne pas de nom, m'a dit « Moi, j'ai un budget que je ne peux pas dépasser ». Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas soignés pour des problèmes financiers. Est-ce qu'on peut envisager un jour, par exemple, que la sécurité sociale prenne en charge l'achat ou les frais de certains objets connectés? Est-ce que c'est en débat? C'est déjà le cas pour le diabète, par exemple. Hein. Donc, les glucomètres sont prescrits pour des enfants, pour des jeunes, de sorte à ce qu'ils puissent être de plus en plus autonomes sur le contrôle de leur glycémie. Et il y en a d'autres, c'est les fabricants eux-mêmes qui ne veulent pas, en fait. Parce que finalement, pour être remboursé par la sécurité sociale, je dirais, et être prescrit, un objet connecté, il doit passer par un certain nombre d'étapes d'évaluation, de validation. Il faut passer par des essais, etc. Enfin, Guy peut en parler mieux que moi. Et ce n'est pas tellement l'objectif de certains fabricants. Eux, ils préfèrent rester dans le domaine du loisir, du bien-être, et trouver leur clientèle comme ça. Ouais. Guy Fagerazi, quand on parle de ces tests que doivent passer les objets connectés, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça fait tout à fait le lien avec ce qu'on vient de dire sur le fait de pouvoir prescrire un jour une application ou un objet connecté. Ça, c'est en train d'arriver. Il y a des applications qui demain seront prescrites par les médecins. Mais pour avoir cette garantie que l'application va avoir un vrai bénéfice pour le patient ou une personne saine en termes de prévention, il faut des résultats pour en attester. Et donc, on a besoin, à l'heure actuelle, elles n'existent pas, ces données, on a besoin de résultats qui, dans des études d'intervention, par exemple, typiquement dans la cohorte 4N qu'on est en train de faire, qui vont mesurer l'impact en termes de qualité de vie, en termes de bénéfices de santé ou d'évolution du poids, par exemple, pour des diabétiques, qui a un vrai intérêt. Et donc, aujourd'hui, on parle souvent de labellisation des applications ou des objets connectés ou des dispositifs médicaux. Pour moi, une labellisation, elle n'aura de sens que si c'est ramené à un contexte particulier. C'est dans tel cas de figure, pour tel type de personne, cette application-là peut avoir un effet. Et donc là, effectivement, on peut envisager un remboursement et une utilisation à plus grande échelle. Et je rajouterais, si je peux me permettre, bien sûr. que ça sera forcément dans un cas de figure, parce qu'à partir du moment où on prescrit quelque chose, il faut qu'on soit capable d'en décrire les effets indésirables potentiels. Or, il faut toujours que ce soit toujours dans le cadre d'études bien maîtrisées, que l'on essaye de... Parce qu'on ne s'intéresse pas trop aux effets indésirables de ces objets. Mais bon, un jour, il faudra qu'on s'en... La labellisation passe par, de toute façon, les effets indésirables. Des questions ? Oui, toujours une question à Monsieur Fagerazi. Les trackers d'activité que vous utilisez dans le cadre du suivi de votre cohorte, est-ce que vous avez fait une étude de validation ?
Alors d'autres l'ont fait pour nous. Donc ça, c'est l'avantage d'être en cours de recrutement pour notre étude. On sait qu'ils sont imparfaits, ces objets connectés, et selon la marque, ils ne mesurent pas de la même manière le nombre de pas. Ils n'ont pas les mêmes algorithmes. Pour nous, et ça on est très clair là-dessus, les bracelets connectés ou les trackers d'activité, pour nous, c'est des boîtes noires. On ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. L'accéléromètre qui est à l'intérieur, il ne va pas mesurer de la même manière. Les algorithmes qui sont derrière pour dire bah, ça c'est un pas, ça c'est 2 pas, ça c'est une course, ça c'est une marche, etc., ce n'est pas les mêmes selon les fabricants. Et donc nous, on va vivre avec ces limites. Et c'est une vraie volonté, c'est de pouvoir faire avec ces différences. On sait à l'heure actuelle quels sont les trackers qui marchent un peu mieux que d'autres par rapport à un gold standard. Si on prend l'exemple de l'activité physique, il y a des études de validation qui ont montré que par rapport à un accéléromètre type un actigraphe, qui est un peu la référence dans l'étude de l'activité physique, on sait quelle marque marche plus ou moins bien pour évaluer le nombre de pas ou la distance parcourue. Et donc c'est un peu le choix qu'on a fait. On a pris un fabricant, ça ne sert à rien que je cite le nom, mais on a utilisé un fabricant qui marche pas trop mal, voilà, qui est très proche de la référence pour l'activité physique. Ok. Non, parce qu'on sait aussi que les études, elles sont assez nouvelles, les études de validation, et en fonction des méthodologies qui sont mises en œuvre, on peut observer des trackers qui vont être plus précis que d'autres, alors que dans d'autres contextes d'usage, ça va être l'inverse. Donc c'est des sujets très complexes aujourd'hui, et c'est difficile de trouver un outil réellement fiable, et même l'actigraphe, quelquefois, bon... L'actigraphe, il n'y a rien de parfait, il ne faut pas se leurrer. Par contre, c'est la référence aujourd'hui. Donc on est obligé de se comparer à la référence. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire dans notre étude de 4N. Sur les mêmes personnes, on va avoir le gold standard qui est l'actigraphe pour mesurer l'activité physique. On aura les objets connectés et on aura ce qui se fait depuis 30, 40, 50 ans qui sont les questionnaires sur l'activité physique. Et donc sur les mêmes personnes, on va pouvoir corréler, voir quel est le type d'information qui va être le plus utile pour nous pour faire de l'épidémiologie derrière et mieux caractériser le mode de vie, l'activité physique. Merci. Marguerite Singeland, oui, je vous en prie. Si je peux me permettre de rajouter, parce que vous m'avez fait penser à quelque chose. De fait, cette corrélation entre ce que dit un patient dans un questionnaire et une information continue, elle peut être tout à fait intéressante parce que ça donne aussi, ça peut être le cas dans des domaines comme la psychiatrie, ça donne aussi une information sur la façon dont le patient vit les propres événements. Et donc ça, c'est une information qui peut être très, très intéressante pour le médecin, de comparer ça. Question. Oui. Est-ce que ces objets connectés pourraient s'appliquer, par exemple, au suivi d'un patient dans le cadre du traitement pour éviter les erreurs commises par le personnel médical, parce que je suis désolée, il y a une foultitude d'erreurs commises par des infirmières, commises par des médecins, commises même par des équipes chirurgicales. Et s'il y avait un petit rappel à chaque fois, une petite sonnerie, un petit rappel pour dire attention, cette personne est particulièrement sensible au rythme de passage et perfusion, par exemple, ou bien elle a fait des réactions à l'anesthésie que vous avez utilisée précédemment dans telle ou telle opération, ça éviterait un certain nombre de dégâts qui peuvent être malheureusement avoir des conséquences létales. Alors, je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est prévention tertiaire dans des cas aussi spécifiques que celui que vous citez, mais en tout cas, oui, ça existe déjà. Il y a des applications, par exemple, qui permettent d'améliorer l'observance des traitements pour éviter les oublis, pour que le personnel infirmier, médecin, puisse sur la même application mettre à disposition des informations qui vont servir à l'autre professionnel de santé. S'il y a une infirmière à domicile, elle va pouvoir avoir des informations de la part du médecin qui est à l'hôpital, par exemple. Donc voilà, ça c'est des choses qui existent, mais à ma connaissance, il n'y a encore aucune étude qui a quantifié le bénéfice par rapport à ne pas avoir cette application. Et donc c'est tout l'enjeu des années à venir et des études qu'on va essayer de faire en termes de recherche, c'est d'essayer de quantifier pour pouvoir dire, bah oui, cette application, pour la pathologie qu'on considère, là c'est efficace. Et il faut la recommander et peut-être demain, il faudra la prescrire. Marguerite Singeland, à ce sujet. Oui, en fait,
Ça m'évoque encore quelque chose qui s'est passé cette semaine. Moi, j'étais à Grenoble pour une thèse de sciences. Et alors, c'est dans le big data, c'est pas dans les objets connectés, mais il y a des gens qui travaillent via des caméras vidéo, enregistrer, par exemple, toute une chirurgie et essayer de détecter par rapport au geste qui est attendu par le chirurgien pendant l'opération des déviations. Donc, de repérer ces déviations. Donc, il y a toute une collecte de données à partir de vidéos préenregistrées. Donc, on détecte les déviations et ensuite, on essaye d'analyser toutes ces données pour essayer de voir s'il y a des comportements qui sont responsables de ces déviations. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Parfois, sur les vidéos, on va voir les instruments du chirurgien qui bougent un peu tout seul, parce qu'en fait, le chirurgien ne les touche plus, parce qu'il attend que l'infirmière aille lui chercher la bandelette qu'elle était censée avoir, mais que, bon, finalement, elle faisait autre chose et elle n'a pas... Voilà. Ça, c'est un incident qui n'a pas beaucoup de gravité, mais qui est lié à un comportement qui peut être intéressant d'analyser pour pouvoir corriger ce type d'erreur-là. Ce n'est pas via des objets connectés, bon, c'est via des vidéos, mais ça génère aussi énormément de données, donc c'est quand même dans le domaine du big data. Mais oui, il y a quand même dans le domaine médical toujours eu la volonté de réduire les erreurs au maximum. Hein. Oui, bien sûr, mais comme ils sont débordés la plupart du temps, il y a aussi des gestes qu'ils devraient accomplir, qu'ils oublient d'accomplir, etc. Il y a aussi des contraintes, malheureusement. C'est ça. Et alors, est-ce que là, vous êtes en train de me dire que est-ce qu'il n'y a pas ces erreurs pourraient pas être remplacées par des robots qui ne feraient pas d'erreurs Je ne vais pas jusque-là. Vaste. Je ne suis pas sûre que les robots... Et juste encore une chose, est-ce que la sécurisation des données, elle ne peut pas passer par l'anonymisation? C'est-à-dire garder le nom des patients, bien sûr, pour l'équipe, et pour le reste, anonymiser complètement les données et les faire circuler à très grande échelle? Alors, pour l'imagerie cérébrale, évidemment, on n'échange que des données anonymisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun identifiant de la personne nulle part. Et même, on enlève le visage de la personne, parce que c'est assez facile de reconnaître le visage d'une personne sur une image qui contient le visage. Donc voilà, on considère qu'avec ça, on est en paix avec la CNIL, on peut diffuser les données sans souci d'identification. Oui, peut-être un mot sur la génétique. Bon, on va faire la même chose que sur des images. On va pas capter l'information, l'identification de la personne. La difficulté quand même de la génétique, c'est qu'il est quand même assez identifiant par nature de chacun d'entre nous. Voilà, c'est un sujet ouvert. Pour ce qui nous concerne en termes d'anonymisation, nous, les chercheurs, on ne sait pas qui sont les personnes. Les individus sont représentés par des identifiants. Mais par contre, si on met à disposition l'âge de la personne, la date de naissance, ou au moins l'année de naissance, là où elle habite, son poids, sa taille, et qu'on accumule comme ça toutes ces informations, tout d'un coup, elles vont devenir réidentifiantes. C'est-à-dire que même si on n'a pas le nom de la personne, on va pouvoir, avec un certain niveau de confiance, dire c'est très vraisemblable que cet individu identifiant tant, ce soit Madame Machin. Donc il faut faire très attention. On n'aura jamais de risque zéro, mais on essaye de faire en sorte, et d'ailleurs on est en paix avec la CNIL, puisqu'on respecte les réglementations de partage et de sécurité de données, de minimiser ces risques. Voilà, ça c'est notre obsession permanente, c'est de minimiser le risque de réidentification. Et d'ailleurs, les données sont physiquement sur des serveurs séparés, les données identifiantes des données épidémiologiques pures. Et les chercheurs qui travaillent au quotidien sur nos données n'ont pas accès aux données identifiantes de la personne. Êtes-vous courtisé ou approché par, je sais pas, l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique ou cosméto pour justement livrer vos données? On a pu par le passé avoir été contacté par des industriels agroalimentaires parce qu'on a beaucoup travaillé sur la nutrition et la santé. On a des données très riches aussi sur les traitements que les patients et nos participants utilisent. Donc l'industrie pharmaceutique peut avoir un intérêt. Jusqu'à présent, on n'a pas trop noué de collaboration
sur nos données. Pour les objets connectés, seul l'avenir nous le dira. Peut-être qu'on sera approché. Pour l'instant, non. Mais ça ne se traduit que par des collaborations scientifiques avec les fabricants d'objets connectés pour l'instant. Mais il n'y a pas de demande particulière de leur part. Des questions encore? Oui, Alain Tassi, président du Club Télécom Paris-Tech Santé. Je voudrais faire un petit commentaire sur les objets connectés. Il y a déjà 2 catégories. Il y a ceux qui sont dispositifs médicaux et ceux qui ne le sont pas. C'est déjà une chose importante à dire, parce que si vous prenez un dispositif médical, vous avez déjà quelque chose de mieux. Et je voudrais poser cette question sur, on a bien compris qu'il y a toujours cette crainte et qu'on a besoin d'études pour valider, et puis après on fait de la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'on fait de la traçabilité. Et moi je voudrais, sur les big data, comprendre comment, en utilisant de l'intelligence artificielle pour traiter un grand nombre de données, et ensuite donc c'est pour soigner ou c'est pour faire un diagnostic, comment allons-nous arriver à faire la traçabilité de la prescription avec des algorithmes de IA, d'intelligence artificielle, qui auront donné le résultat et qu'on ne pourra nécessairement pas remonter en arrière, puisque l'intelligence humaine n'arrivera pas à faire le chemin arrière. Qui pourrait répondre à cette question? Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre. En tout cas, je vais donner un petit peu, nous, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc en génétique, notre constat, c'est qu'il n'y a pas assez de données en génétique de toute façon pour entraîner des algorithmes d'apprentissage suffisamment loin pour justement remonter une information automatiquement avec certitude. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on implémente en termes d'informatique, c'est ce que nous on appelle des règles métiers et qui correspondent un petit peu au raisonnement du biologiste face à un génome. Donc il y a un certain nombre de règles de la biologie qu'on va implémenter dans les arbres de décision, tout simplement. Donc on n'en est pas aujourd'hui, nous, à proposer des solutions de learning sur les données pour faire des recommandations thérapeutiques. Bertrand Thirion. Mais c'est sûr que c'est l'avenir. Ça va arriver. Le jour où toute la population mondiale est séquencée, on pourra probablement entraîner des algorithmes pour détecter des patterns avec des précisions très fortes. Bertrand Thirion. Oui, effectivement, pour l'imagerie médicale en général, l'intelligence artificielle n'est pas encore très utilisée, au sens des méthodes très complexes qu'on a vu émerger récemment en vision par ordinateur ou même en traitement du langage, parce que on a, comme je vous ai dit, acquérir chaque image coûte cher. Donc c'est très compliqué d'assembler des grandes bases de données. Pour fixer un peu l'idée, il faudra arriver à l'ordre du million, en gros, pour que les méthodes vraiment très lourdes qui sont utilisées aujourd'hui par Facebook pour identifier les images, pour décrire le contenu d'une image, par exemple, ou par Google, pour arriver donc à faire tourner ces algorithmes sur des données, il faudra à peu près 1 million d'images, juste comme ça. Et donc, on en est loin. Donc, on essaie de s'en approcher. Voilà. Effectivement, c'est des méthodes compliquées qu'il faut comprendre. C'est d'ailleurs intéressant que si on regarde en vision par ordinateur, les algorithmes qui font la reconnaissance d'objets dans les images, etc., ils ont des erreurs surprenantes parfois, qui ne sont pas du tout les mêmes erreurs que les humains. Et donc, il faudra évidemment analyser ces comportements. Pour autant, je suis pas pessimiste. Je pense qu'on va les comprendre de mieux en mieux et qu'on pourra rendre compte. Il y aura effectivement une question claire de transparence de ce que font les algorithmes, pour vérifier qu'il n'y a pas de biais manifeste dans les résultats qu'ils peuvent fournir, par exemple. Une question dans la salle? Monsieur, et puis monsieur. Monsieur. Vous pouvez relever la main parce que certains d'entre vous ont parlé de croiser des données très différentes, issues là aussi de trackers ou d'autres informations différentes. Qu'est-ce que vous envisagez sur ces données différentes, en sachant que, et je ne sais pas très bien pourquoi, vous avez l'air totalement coincé sur l'identification des personnes? C'est que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se fout de savoir si on prend le métro, si on ne le prend pas, si on est petit, si on est gros. Ça commence à devenir très habituel. C'est écrit partout. Donc moi, j'aimerais comprendre pourquoi, alors que, encore une fois, la plupart d'entre nous, on donne notre numéro de sécu sans se poser de questions, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que ce soit un peu identifié? Ou est-ce que vous le voulez? Et ça serait la seule solution pour commencer à amener des données
issus de vraiment de domaines complètement différents pour que sorte quelque chose de différent que d'une big analyse, quoi. C'est pas simplement mettre 1000 informations ensemble, c'est créer des nouvelles informations à partir de ce système de big data. En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il y a cet espoir-là quelque part. Je ne sais pas si j'ai été très clair. En fait, je voudrais répondre de deux façons. D'abord, sur le dernier aspect qui est... enfin, vous savez, la régulation sur la protection des données de santé, elle évolue en même temps que cette masse de données arrive sur le marché. Et il y a l'année dernière, en 2016, au niveau européen, ils ont fait une nouvelle directive qui doivent être appliquées dans tous les pays européens en mai 2018. Et donc, cette directive, elle dit quoi? Elle dit qu'aucun système n'a le droit d'utiliser des données de santé personnelle, sauf dans deux situations. La première, et ça c'était très connu, si le patient est consent, donc avec la nécessité que le patient est consent, ce qui nous complique la tâche aujourd'hui, parce que lorsqu'on collecte des données d'un patient, on peut lui demander son consentement avec l'idée que l'on a, nous, de ce qu'on va faire avec ces données. Mais si les systèmes se partagent des données, on ne sait pas ce qu'on va en faire dans 5 ans. Donc il faudra aller retrouver le patient dans 5 ans pour lui dire est-ce que vous voulez aussi qu'on utilise vos données comme ça aujourd'hui? Donc c'est un peu compliqué. Donc on cherche des systèmes qui vont avoir un consentement pour ce qu'on veut faire aujourd'hui et pour ce qu'on pourrait faire demain. Et puis la deuxième raison pour laquelle on dit que ce n'est pas interdit d'utiliser les données de santé, c'est si c'est le patient lui-même qui met ses données à disposition. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi une autre source de données du big data, c'est les forums. Les gens, ils parlent de plus en plus de leur santé sur des forums, sur des sites internet. Ils utilisent des pseudos, mais bon, voilà. Mais enfin, ils donnent énormément d'informations sur eux. Ça les regarde, quelque part. Donc, les gens qui ne se sentent pas concernés par la protection de leurs données, parce que finalement, voilà, ok, mais il y en a qui veulent être protégés, et pour ça, il faut leur offrir des choses. L'autre question que vous aviez, c'est par rapport à la complexité à croiser des données qui proviennent de sources différentes. Là il faut bien comprendre que... Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Si vous avez une imagerie qui montre dans l'image une inflammation, par exemple, d'un organe, inflammation de l'appendice, par exemple, eh bien, votre radiologue ou votre médecin il va être capable de voir ça. Il y a un signe radiologique qui permet de comprendre cette information. Et puis, vous avez un résultat de laboratoire qui arrive avec des données sanguines qui aussi donnent de l'information. Un être humain, il est capable de croiser ces deux informations et de dire « Ah, ben tiens, cette donnée-là, elle confirme le diagnostic que j'avais envie de faire là. » Mais les systèmes d'information, non. Ils sont incapables de croiser ces données au niveau de leur sens. Il faut donc, et ça c'est ce qu'on est en train de faire de plus en plus, et c'est compliqué, il faut donc associer à ces données, enrichir les données avec leur sens et être capable de décrire spécifiquement dans une machine que tel signe radiologique est évocateur de telle pathologie. Si ce n'est pas écrit explicitement dans le système, et ça rejoint un peu l'intelligence artificielle, c'est aussi comme ça que ça marche, si ce n'est pas écrit explicitement par le système il sera incapable de croiser ces données. Et pour vous donner un autre exemple encore plus simple, lorsqu'on n'est pas spécialiste de quelque chose, on va toujours être impressionné par ce que va nous dire une machine. Si vous avez explicité dans une machine que si vous avez des boutons partout sur le visage, alors vous avez la rougeole, vous lui avez vraiment donné cette connaissance. Si vous utilisez votre application en disant j'ai des boutons sur le visage, qu'est-ce que j'ai? Et que la machine vous répond vous avez la rougeole, vous allez le trouver très intelligent. Mais faites attention, cette machine, elle ne sait pas ce que c'est qu'une rougeole. Elle a simplement appliqué une règle qu'on lui a donnée explicitement. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une rougeole. Donc une machine, ce n'est pas intelligent. Monsieur, cette réponse vous satisfait? Dans la continuité de ce qui vient d'être dit,
J'aimerais qu'on revienne sur les algorithmes, parce que plusieurs algorithmes peuvent amener à des résultats similaires. Comment fait-on pour discriminer les biais de ces algorithmes et choisir ces algorithmes? Bah ça, c'est notre métier, hein. Effectivement, on passe notre temps à publier des comparaisons entre différentes méthodes. Par exemple, vous voulez prédire si un sujet est autiste ou pas, enfin, dès qu'il a pu être établi qu'il était autiste d'ailleurs, ce qui est un peu compliqué, mais vous essayez de prédire si un individu est autiste ou pas avec de l'imagerie. Il y a effectivement, littéralement, des milliers de façons de s'y prendre pour y arriver. Et donc, il va falloir comparer massivement les différentes approches pour essayer de trouver une façon raisonnable d'aller vers la solution, et puis ensuite publier. Et puis ensuite, bon, il y a une discussion entre scientifiques, les gens évidemment ne sont pas toujours d'accord, donc il faut en gros doucement, lentement mais sûrement, les communautés arrivent un petit peu à un consensus sur les bonnes approches pour prédire un diagnostic à partir des données. Une nouvelle question ? Bonjour. Vous dites l'autiste. Alors, bon, on ne parle plus d'autisme, on parle de trouble du spectre autiste parce qu'il y a différents sous-types. Et souvent, c'est le problème. Vous, avec le big data, vous avez besoin de grosses données. Et nous, en médecine, on fait exactement la démarche inverse. On dit, en fait, c'est des sous-groupes de patients. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à travailler ensemble? Parce que nous, au contraire, on essaie d'identifier les sous-groupes de patients qui vont répondre à tel traitement. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je ne suis pas psychiatre, hein, donc s'il vous plaît, ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Mais j'ai des amis psychiatres et ce qu'ils me disent qu'aujourd'hui, une question majeure pour eux, c'est quelle est la bonne classification des patients. Alors ça, c'est un peu un problème. Ensuite, c'est nous, ce qu'on peut essayer de faire, c'est avec l'imagerie, c'est de retrouver des catégories qu'on a retrouvées autrement. Je pense qu'il est difficile de découvrir directement les catégories avec de l'imagerie. Parce que l'imagerie est compliquée, elle a ses bruits, elle a ses biais, etc. Et donc, une approche totalement exploratoire à partir des données ne me paraît pas la bonne façon d'y arriver. Par contre, ce qui me convainc de plus en plus, c'est d'arriver sur des patients à avoir de nombreuses mesures comportementales, des tests psychologiques, etc. Donc, de nombreuses métriques sur beaucoup d'individus. Et ensuite de voir comment certains, ce qu'on appelle des phénotypes d'imagerie, c'est-à-dire des mesures faites dans les images, vont permettre de prédire sélectivement certains de ces scores, mais pas d'autres. Alors d'une part, les scores eux-mêmes, les scores comportementaux, etc., sont corrélés, enfin certains sont bien liés à d'autres ou pas, et puis ils peuvent avoir des explications communes ou des liens statistiques communs avec des mesures d'imagerie. Donc je pense que en essayant de voir quels sont les mesures d'imagerie qui prédisent des groupes de scores, on va arriver peu à peu à clarifier la définition des groupes. Et puis évidemment, il y a la génomique quand même qui vient conditionner tous les raisonnements qu'on peut faire en psychiatrie. Alors, on sait quand même que la génétique de l'autisme, c'est très compliqué. On n'a pas réussi, dans la plupart des cas, on n'a pas réussi à trouver un gène. Par contre, peu à peu, je pense qu'on va aussi découvrir peu à peu qu'il y a des réseaux de gènes qui sont associés à différents types d'autisme. Une question. Marie-Christine Joland, vous parliez l'autre jour, on se parlait au téléphone l'autre jour de cette expérience qui a été menée à Oklahoma City au sujet justement du partage des données. Et de la multiplicité des données qui sont tout autant des données qu'on peut récolter grâce au séquençage, aux objets connectés, mais aussi aux données environnementales, par exemple, pour revenir au fait de savoir si ça a une importance de savoir que quelqu'un prend le métro ou non. Est-ce que vous pouvez, on terminera là-dessus, évoquer cette expérience au Oklahoma City, s'il vous plaît? Oui, rapidement, ça s'est passé en 2011. Oklahoma City, c'est une ville des États-Unis qui est connue malheureusement un attentat qui a eu lieu dans les années 95, mais c'est aussi une ville qui est connue parce que c'est la ville la plus lourde des États-Unis. Si on prend la population du centre, je crois que c'était 500 000 personnes. C'est la ville la plus lourde en poids.
Et donc le maire, qui était assez costaud, a pris une décision en 2011, c'est de devenir une ville expérimentale, une sorte de ville intelligente expérimentale. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé tous les fast-food du centre-ville, ils les ont mis à l'extérieur, ils ont remplacé par des parcs. Il a développé une clinique pour de prévention pour le diabète chez le jeune enfant, et il a demandé à la population de s'inscrire à un programme, alors pour ceux qui le souhaitaient, avec des objets connectés pour traquer la façon dont ils se nourrissaient, les activités qu'ils faisaient, etc. etc. Eh bien, le pari a été gagné. Ils ont perdu 1 million de pounds, c'est-à-dire à peu près, je ne sais plus, alors la conversion, je crois que c'est 450 000 kilos. Et le maire, il est mince maintenant. Et ses concitoyens également. Et voilà, et donc ça a été une expérimentation qui est assez intéressante et qui est en train sur l'idée de la ville intelligente, c'est-à-dire que le patient, il fait ce qu'il peut pour rester en bonne santé, mais il y a aussi la société, il y a aussi les infrastructures qui doivent y réfléchir aussi. Une dernière question peut-être. Alors, moi, je me pose vraiment la question de comment est-ce qu'on peut rapporter un poids à une ville. J'ai vraiment pensé que vous parliez d'une ville industrielle. Je me posais la question des métaux. Là, je me dis qu'est-ce qu'Oklahoma, je cherchais si ils produisaient des usines. Donc c'est un poids humain. Moi, je rapporte un poids à un individu. Et l'idée de communiquer sur un projet en rapportant un poids à une ville me pose énormément de problèmes, surtout quand il s'agit d'un projet de surveillance des individus, donc de surveillance de leur poids et de tracking, qui, lui, à contrario, individualise les données. Donc je pense que, en tout cas, cet exemple précisément réunit en lui-même l'ensemble des problèmes des risques, de liberté. Oui, des risques que vous voyez dans la... Alors, je l'ai bien dit, c'est une expérimentation. C'est-à-dire que, encore une fois, les gens qui se sont inscrits à ce programme, c'est qu'ils le voulaient bien. Donc, ils avaient un poids de départ. À partir du moment où ils voulaient bien y participer, ils ont donné leur poids au début de l'expérience, et ils ont donné leur poids à l'issue de l'expérience. Et donc, il y a eu 2 chiffres. Et la différence entre les deux, c'est 1 million de pounds. On sait très bien que la notion de bénévolence est conditionnelle à un certain nombre de critères sociaux. Et entre autres, aux États-Unis, je connais des gens à qui on a imposé des Fitbit et des systèmes de tracking sur leur lieu de travail. Donc je pense que la notion de bénévolence est très problématique. Là, c'est un débat qui est extrêmement intéressant et qui rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que, comme tout le temps, il y a des bénéfices et il y a des risques. Et voilà, on pourrait parler pendant un bon moment des risques liés à ces nouvelles pratiques. Au sujet de cette bénévolence, madame, que vous évoquez, pour donner les réponses à notre quiz, merci pour votre intervention qui me permet une transition toute rêvée, je n'avais pas espéré mieux. Il y a effectivement 44% des Français qui acceptent seulement de rendre accessibles leurs données. Les données collectées grâce à des objets connectés, d'accord. En revanche, 78% de Français sont favorables au partage de leurs données médicales avec l'ensemble des professionnels de santé. Donc vous voyez, dans ce gap de 30%, on a sûrement cette question de bénévolence que vous évoquiez à l'instant. Sinon, la bonne réponse pour la 3e question. Quelle est la principale raison du consentement des Français à l'égard du partage des données en santé? C'est de permettre la collecte à distance et l'interprétation des données par le médecin traitant. Bien entendu, nous n'avons pas épuisé le sujet en 1h30, mais nous n'avons qu'1 heure et demie. Je vais remercier maintenant mes 4 intervenantes qui ont été, je trouve, très très claires. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous qui avez été très attentifs et très participatifs. Merci à Universcience, à l'INSERM, à la Cité de la Santé de nous avoir permis cette réunion. Et puis, prenez soin de vous parce que c'est la première des règles pour rester en bonne santé. À la prochaine fois. Merci.